Après la chute de Rome, les royaumes nés des cendres, imaginez ceci. Vous vous réveillez dans le silence. Pas de tambour de légion, pas d'ordres impériaux, juste la brume qui se faufile sur des routes en ruine. La Grande-Bretagne, autrefois province de Rome, se retrouve soudain seule. C'est là que commence notre histoire. Avant de plonger, aidez-nous à transformer cela en vraie série en nous poussant à atteindre 1000 likes. Maintenant, respirez l'air froid d'un monde après l'Empire et posez la question que tout le monde redoutait. Quand Rome s'en va, qui prend le pouvoir? Quand les Romains quittèrent enfin la Grande-Bretagne au début du 5e siècle, la vie commença à se déliter. Les routes étaient toujours là, les villas tenaient encore debout, mais l'ordre que Rome avait construit avait disparu. Les collecteurs d'impôts cessèrent de venir, les marchés se réduisirent, les villes peinaient à tenir. On aurait dit que la chaleur de l'Empire s'était refroidie du jour au lendemain. Nous n'avons que de vagues échos de cette époque, des fragments de sermons, des paroles en colère de moines. Un moine nommé Gildas décrivait le péché, le chaos et le désastre. Mais derrière sa colère, on entend quelque chose de plus humain, le chagrin. Les gens pleuraient un monde qui avait promis sécurité et qui avait soudain disparu. De ce vide naquit le danger. Un dirigeant local, connu sous le nom de Vortigern, aurait engagé des mercenaires saxons pour repousser les pillards. 2 frères, Hengist et Horsa, les menaient, mais inviter des loups pour garder les moutons finit rarement bien. D'autres Saxons suivirent. Des familles traversèrent la mer avec leurs outils, leurs biens et leurs espoirs. Était-ce une invasion ou une migration? Probablement les deux. Les Bretons résistèrent. Les histoires semi-légendaires parlent d'un chef de guerre, plus tard appelé Arthur, qui se battit. Peut être qu'il a existé, mais son histoire avait de l'importance. Elle donnait de l'espoir au milieu du désespoir. De tous ces conflits naquirent de nouveaux royaumes. Le Kent transforma ses ports en puissance. Au nord, Bernicie et Deira s'unirent pour former la Northumbrie. La Mercie s'étendit à travers les Midlands. Le Wessex grandit dans le sud-ouest. L'East Anglie prospéra grâce à ses rivières. Sussex et Essex tenaient la côte sud. Plus tard, les érudits appelleraient cet ensemble la Heptarchie. Mais à l'époque, ce n'était qu'un patchwork mouvant de royaumes rivaux. Leurs rois n'étaient pas des empereurs. Ils régnaient depuis des halles en bois fumantes, pas des palais de marbre. Ils faisaient des cadeaux, réglaient les disputes et guidaient leurs guerriers au combat. Puis quelque chose d'inattendu arriva. Non pas une armée, mais un moine romain. En 597, Augustin débarqua dans le Kent avec une croix à la main. Le christianisme fit son retour, et bientôt des monastères comme Lindisfarne et Iona surgirent. Ces îles de prière et de savoir étaient des lieux où les moines copiaient des livres et préservaient la mémoire. Peu à peu, l'île se recousit. Les rois commencèrent à écrire des lois. Le roi Ethelbert du Kent fixa même des prix sur les crimes sévères. Peu, être, mais mieux que des querelles sans fin. En 664, les chefs religieux se réunirent à Whitby pour décider des coutumes à suivre. Même s'accorder sur la date de Pâques comptait, car cela donnait un sentiment d'unité. Des choix discrets comme ceux-là forgèrent des liens aussi solides que n'importe quelle épée. Et ce n'était pas une époque sombre. Elle avait ses moments de brillance. Pensez à Sutton Hoo, où un dirigeant anglo-saxon fut enterré dans un grand navire, entouré d'or, de grenats et d'un casque qui nous fixe encore aujourd'hui. La vie pouvait être brillante et grandiose, mais elle était aussi fragile. Une mauvaise récolte ou une nouvelle peste pouvait tout détruire. Les gens comptaient sur des amulettes, des prières, et les uns sur les autres juste pour tenir. Le pouvoir continuait de changer. La Northumbrie brillait avec ses savants et saints, comme le moine Bede qui écrivit la première grande histoire de l'Angleterre.
La Mercie s'éleva sous de forts rois comme Offa, qui traça même un gigantesque fossé, le Dyke d'Offa, pour marquer la frontière avec le pays de Galles. Le Wessex, plus discret au début, apprenait, s'adaptait et se préparait à son tour, car une nouvelle tempête se préparait. De l'autre côté des mers du Nord, des dracars étaient sculptés avec des têtes de dragons grimaçantes. Leurs équipages avaient faim d'argent et de gloire. Bientôt, les Vikings arriveraient, les loups de mer, qui testeraient toutes les faiblesses de ces jeunes royaumes. Mais pas encore. Pour l'instant, imaginez une halle en bois éclairée par le feu, un poète chantant les héros tandis que la pluie frappe la porte. C'est ici que commence l'histoire de l'Angleterre médiévale, pas avec l'effondrement de Rome, mais avec la montée obstinée de nouveaux dirigeants et de nouveaux rêves. Et si vous nous accompagnez dans ce voyage, aidez-nous à allumer la prochaine torche en cliquant sur le bouton like. Voyons si nous pouvons atteindre 1000 likes, car l'histoire n'est pas que le passé. C'est un relais. Rome a lâché la torche. La Grande-Bretagne l'a attrapée et a couru. Et où cette course mène vers châteaux, rois et guerres, est l'histoire que nous allons raconter. Château de pierre, la poigne de fer de Guillaume sur une terre brisée. Lorsque Guillaume le Conquérant remporta la bataille de Hastings en 1066, le combat était terminé, mais ses problèmes ne faisaient que commencer. L'Angleterre n'était pas un simple prix qui se laisserait tenir tranquillement. C'était une terre pleine de seigneurs en colère, de traditions fières, et de gens qui n'avaient aucune raison d'accepter un duc étranger comme roi. Si Guillaume voulait garder sa couronne, il devait faire quelque chose qu'aucun dirigeant anglais n'avait jamais fait. Couvrir le pays de pierre. Au début, son emprise sur le pouvoir était fragile. Il avait battu Harold sur le champ de bataille. Mais, à travers toute l'Angleterre, des rébellions éclataient comme de l'herbe sèche en feu. Au nord, l'ancienne noblesse se leva contre lui. À l'ouest, des seigneurs saxons complotaient pour le chasser. Même Londres était agitée. Guillaume devait trouver un moyen de réprimer la rébellion avant qu'elle ne commence pour que tous sentent sa présence, même quand son armée n'était pas là. Sa réponse fut le château. Pas un ou deux, mais des dizaines, puis des centaines. Imaginez, vous vivez dans un petit village, vos maisons en bois penchées sous le vent, quand soudain des bâtisseurs étrangers arrivent. Ils plantent des pieux dans le sol, construisent des tours en bois sur des monticules de terre et les entourent de fossés et de palissades. Puis, un jour, la tour de bois est remplacée par de la pierre. D'énormes blocs s'élèvent vers le ciel, des murs plus épais qu'un homme ne peut atteindre. Ce n'était pas seulement un bâtiment, c'était un message. Les Normands sont là, et ils ne partiront pas. La tour de Londres commença comme l'une de ces forteresses, un symbole froid et imposant du pouvoir de Guillaume, construit au cœur de la capitale anglaise. Elle n'était pas faite pour être belle, elle était faite pour intimider. Chaque pierre, chaque meurtrière, chaque mur imposant criait la même chose. Résistez et vous serez écrasés. Mais les châteaux n'étaient pas que des symboles, ils étaient des outils. Depuis leurs murs, les chevaliers normands pouvaient partir écraser les révoltes, contrôler les routes commerciales et faire respecter les nouvelles lois. Les rébellions qui autrefois auraient pu se répandre comme un feu de prairie se heurtaient désormais aux murs de pierre. Les Anglais apprirent vite. On peut brûler un village, mais pas un château. Guillaume transforma aussi le territoire grâce à un immense recensement appelé le Domesday Book. Il répertoriait chaque parcelle de terre, chaque bœuf, chaque acre et son propriétaire. Ce n'était pas qu'une question d'impôt, c'était une question de contrôle. L'Angleterre devint un royaume sur papier, dirigé par des seigneurs normands vivant dans des châteaux et redevables au roi de tout. Pour le peuple, la vie changea rapidement. Les châteaux signifiaient des soldats à proximité, des routes bloquées et des rappels constants que les Normands étaient aux commandes. Pour les Saxons, ces forteresses ressemblaient à des cages tombées du ciel, emprisonnant leurs anciennes libertés sous la pierre. Mais pour Guillaume, elles étaient vitales.
Sans elle, son pouvoir aurait pu s'effondrer aussi vite qu'il avait été conquis. Pourtant, les châteaux devinrent aussi une partie de l'identité anglaise. Avec le temps, des marchés se développèrent autour de leurs murs. Les villages devinrent des villes. Ce qui avait commencé comme des symboles de peur devint le cœur des communautés. Encore aujourd'hui, les ruines de ces châteaux normands subsistent, leurs tours fissurées mais intactes, rappelant le moment où l'Angleterre fut remodelée. Le génie de Guillaume ne résidait pas seulement dans sa victoire à Hastings. Il comprit que les batailles n'étaient que le début. Pour gouverner un pays conquis, il ne suffisait pas d'avoir des épées. Il fallait de la pierre, il fallait la peur, il fallait la permanence. Les châteaux de l'Angleterre normande étaient tous là. Alors, quand vous regardez ces ruines grises aujourd'hui, ne voyez pas seulement de vieux murs. Voyez la poigne de fer d'un conquérant qui comprit que si la loyauté ne suffisait pas à tenir l'Angleterre, les châteaux le feraient. Et pour le meilleur ou pour le pire, cela fonctionna. Guillaume transforma la conquête en contrôle, et le contrôle en un royaume durable. L'âge des halles en bois était terminé. L'âge de la pierre avait commencé. Le roi disparut dans la forêt, la mort suspecte de Guillaume II. Un jour d'été de l'an 1100, le roi Guillaume II, mieux connu sous le nom de Guillaume le Roux, partit chasser dans la New Forest. À la tombée de la nuit, il gisait mort avec une flèche dans la poitrine. Officiellement, ce fut qualifié d'accident. Mais était-ce vraiment le cas, ou était-ce l'un des assassinats les plus opportuns de l'histoire anglaise? Guillaume le Roux n'avait jamais été un roi populaire. Troisième fils de Guillaume le Conquérant, aux cheveux roux, au tempérament explosif, et connu pour sa langue acérée et sa gouvernance sévère. Les chroniqueurs disaient qu'il taxait lourdement l'Église, se moquait de la religion et se disputait constamment avec ses barons. Pour beaucoup, il était cupide, arrogant et cruel. Si un roi devait se faire des ennemis, c'était lui. Et en 1100, il en avait déjà beaucoup. La New Forest elle-même avait déjà mauvaise réputation. Elle avait été créée par Guillaume le Conquérant, qui avait rasé des villages et expulsé des habitants pour créer des terrains de chasse royaux. Les habitants murmuraient qu'elle était maudite. En fait, 2 des frères de Guillaume le Roux y étaient déjà morts dans des circonstances étranges. Alors, lorsque Roux pénétra dans la forêt ce jour-là, c'était un lieu dangereux à plus d'un titre. Il était accompagné d'une compagnie de chasse, dont un chevalier nommé Walter Tyrrell. À un moment, le groupe se sépara. Puis, une seule flèche frappa le roi en pleine poitrine. Tyrrell fut désigné comme l'archer. Certains chroniqueurs affirment qu'il s'enfuit immédiatement en France, sans se retourner. D'autres insistent sur le fait que ce fut vraiment un accident. Tyrrell aurait tiré sur un cerf, et la flèche aurait ricoché sur un arbre avant de toucher le roi. Mais quelle est la probabilité? Une flèche mortelle, parfaitement placée, frappant le roi par erreur. Ce qui rend l'histoire encore plus suspecte, c'est ce qui arriva ensuite. La nouvelle de la mort de Guillaume se répandit rapidement, mais au lieu de pleurer ou de réclamer justice, beaucoup dans son entourage semblaient étrangement calmes. Son frère cadet, Henri, ne perdit pas de temps. Alors que le corps du roi gisait encore dans la forêt, Henri courut à Winchester, s'empara du trésor royal et se proclama roi. Il fut couronné quelques jours plus tard. Réfléchissez, le roi est mort dans les bois, une flèche dans la poitrine, et avant même que son corps ne refroidisse, son frère porte la couronne. Si cela ne semble pas suspect, qu'est-ce qui le serait? Certains historiens soutiennent qu'il ne s'agissait que d'un accident de chasse. Après tout, le tir à l'arc est dangereux, et les accidents arrivent. Mais d'autres voient les empreintes d'un complot. Henri avait le plus à gagner. Tyrrell, le prétendu tireur, disparut opportunément, et l'Église, qui détestait Roux, ne chercha pas trop de réponses. Pour ses ennemis, la mort soudaine de Guillaume était presque trop parfaite. Même la façon dont son corps fut traité ajoute au mystère. Roux fut laissé là où il était tombé jusqu'à ce qu'un charretier paysan l'emporte. Pas de grande procession, pas d'honneur.
pour un roi, c'était humiliant, comme si les gens étaient contents de le voir disparaître. Alors, Guillaume le Roux a-t-il été assassiné? La vérité est que nous ne le saurons jamais avec certitude. Mais le moment, le lieu, les personnes impliquées, tout laisse l'histoire imprégnée de suspicion. Si c'était un accident, c'était l'accident le plus pratique de l'histoire médiévale. Si c'était un complot, c'était l'un des coups les plus nets jamais portés contre un roi. Ce que nous savons, c'est que sa mort changea tout. Henri Prière prit le trône, remodela le pouvoir de la couronne et assura sa dynastie. Guillaume le Roux devint peu plus qu'un sanglant mystère dans la forêt, un roi disparu, non pas au combat, mais dans le bruissement tranquille des arbres et le vol d'une seule flèche. Alors la question demeure, même 900 ans plus tard, Guillaume le Roux fut-il malchanceux, ou fut-il réduit au silence? Dans la New Forest, les arbres se dressent toujours, témoins silencieux d'un crime ou d'un accident qui changea le cours de l'histoire anglaise. Un empire angevin, le pouvoir étendu à travers les mers. Au milieu du XIIe siècle, l'Angleterre n'était plus simplement l'Angleterre. Elle était le cœur battant de quelque chose de bien plus grand, un empire qui s'étendait par-delà les mers, engloutissait la moitié de la France et était dirigé par l'une des dynasties les plus impitoyables que l'Europe médiévale ait jamais connue. Les Angevins. Leur ascension transforma l'Angleterre d'un royaume conquis en superpuissance. Mais comme tous les empires bâtis sur l'ambition, il portait en lui les germes de sa propre destruction. Tout commença par un mariage. Henri, comte d'Anjou, jeune noble fougueux et plein d'énergie, épousa Aliénor d'Aquitaine, l'une des femmes les plus puissantes et fascinantes de l'histoire. Aliénor avait été reine de France, mais elle divorça et épousa Henri, apportant avec elle le vaste duché d'Aquitaine. Du jour au lendemain, Henri contrôlait plus de terres françaises que le roi de France lui-même. Lorsqu'il devint roi Henri II d'Angleterre en 1154, il n'héritait pas seulement d'une couronne, il héritait d'un empire. Cet empire angevin s'étendait des frontières sauvages de l'Irlande aux montagnes des Pyrénées. L'Angleterre, la Normandie, l'Anjou, l'Aquitaine, la Gascogne, des parties du pays de Galles et de l'Irlande, tout était lié sous une seule famille. Ce n'était pas un empire ordonné comme Rome, avec ses capitales et son organisation. C'était un patchwork cousu de châteaux, de serments et de peurs. Mais sa taille en faisait l'un des royaumes les plus puissants d'Europe. Henri II était un roi qui ne cessait jamais de bouger. On le voyait constamment voyager, parcourant ses domaines, inspectant, jugeant, sans jamais se reposer. Il réforma le droit anglais, envoyant des juges royaux partout pour que la justice du roi atteigne même le plus petit village. Ces réformes posèrent les bases du common law qui existe encore aujourd'hui. Mais le règne d'Henri ne se limitait pas à la loi. Il s'agissait de pouvoir et il n'avait pas peur de l'utiliser. Nulle part cela n'est plus évident que dans sa querelle avec Thomas Becket, son propre archevêque de Cantorbéry. Amis jadis, ils devinrent ennemis acharnés lorsque Becket défendit l'Église contre la couronne. La colère d'Henri déborda jusqu'à ce que des chevaliers, pensant agir selon ses souhaits, assassinèrent Becket à l'intérieur de la cathédrale de Cantorbéry. Ce meurtre choquant fit de Becket un saint et d'Henri un roi marqué par la culpabilité. Puis vint le drame familial. Les Angevins n'étaient pas seulement des dirigeants. Ils étaient une tempête même au sein de leur sang. Les fils d'Henri se rebellèrent plus d'une fois contre lui, soutenus par Aliénor elle-même. Imaginez, la reine d'Angleterre prenant parti avec ses enfants contre son mari. Des guerres civiles déchirèrent l'Empire, et même Henri, avec toute son énergie, ne pouvait toujours pas tout tenir ensemble. Après Henri vint son fils Richard, connu sous le nom de Richard Cœur de Lion. Il passa une grande partie de son règne en croisade, gagnant la gloire comme guerrier mais laissant l'Angleterre presque de côté. Derrière lui se tenait son frère Jean, qui deviendrait plus tard l'un des rois les plus détestés d'Angleterre. L'histoire des Angevins
est un récit de gloire et de pourriture côte à côte, victoire à l'étranger, mais trahison, rébellion et rancunes à domicile. Pourtant, à son apogée, l'Empire angevin était extraordinaire. Imaginez un roi anglais commandant des chevaliers en France, taxant le commerce en Gascogne, planifiant des campagnes en Irlande et discutant avec les papes à Rome. Pendant un bref instant, l'Angleterre n'était plus un royaume insulaire au bord de l'Europe. Elle était le poids lourd du continent, craint par ses rivaux et envié par ses sujets. Mais il y avait un problème. L'Empire n'était jamais vraiment sécurisé. Il dépendait d'une loyauté qui pouvait s'acheter ou se briser en un instant. Les rois français attendaient patiemment, observant la famille angevine se déchirer, prêts à ramasser les morceaux. Et morceau par morceau, l'Empire s'éteignit. La Normandie tomba. L'Anjou fut perdu. À la fin du règne de Jean, une grande partie de l'Empire construit par Henri avait disparu. Les Angevins avaient atteint des sommets que personne n'avait imaginés, mais comme toutes les flammes trop vives, ils se consumèrent rapidement. Ce qu'ils laissèrent derrière eux fut une leçon. Le pouvoir étendu à travers les mers peut être éblouissant, mais il peut aussi être fragile. Pourtant, pendant un moment brillant, l'Angleterre n'était pas qu'un royaume. Elle était le cœur d'un empire immense, un géant instable qui changea la loi, défia l'Église et grava son nom dans l'Europe. Les Angevins furent conquérants, bâtisseurs et destructeurs. Et leur histoire ouvrit la voie aux légendes de Richard Cœur de Lion, de Jean sans Terre, et de la Magna Carta qui força les rois à s'incliner. Édouard Ier, le marteau qui tenta d'écraser les Écossais, Édouard Ier d'Angleterre portait de nombreux titres roi, réformateur, bâtisseur de châteaux, mais celui qui resta le plus, chuchoté avec peur et fureur, était le marteau des Écossais. Pour ses partisans, c'était un souverain fort qui apportait loi et ordre en Angleterre. Pour ses ennemis, c'était un conquérant impitoyable, déterminé à plier l'Écosse sous son talon de fer. Son histoire est celle de l'ambition, de la brutalité et d'un combat pour la liberté qui résonnerait à travers les siècles. Édouard monta sur le trône en 1272, une figure imposante, mesurant bien plus d'1,90 m, un géant pour son époque. Il avait déjà combattu lors des croisades et s'était forgé la réputation d'un guerrier redoutable. Comme roi, il agissait rapidement pour renforcer son emprise. Il reforma le droit anglais, créa un système de tribunaux et convoqua même des parlements donnant voix aux nobles et aux citadins. Mais pendant qu'il instaurait l'ordre chez lui, son regard se tournait vers la conquête à l'étranger. D'abord, Édouard se tourna vers le pays de Galles. Les princes gallois avaient résisté à la domination anglaise pendant des générations, mais Édouard fut inflexible. Il construisit d'imposants châteaux de pierre Caernarfon, Conwy, Harlech, des forteresses si impressionnantes qu'elles dominent encore le paysage aujourd'hui. Après des années de combat, il écrasa la résistance galloise et déclara son fils prince de Galles, un titre que portent encore les héritiers anglais du trône. Pour Édouard, ce n'était que le début. Sa véritable obsession était l'Écosse. Lorsque le roi écossais mourut sans héritier en 1290, les nobles demandèrent à Édouard d'aider à choisir le prochain souverain. Il accepta, mais seulement si l'Écosse le reconnaissait comme suzerain. C'était un piège. Une fois à l'intérieur, Édouard resserra son emprise, exigea obéissance et traita l'Écosse comme un État vassal. Quand les Écossais résistèrent, Édouard déchaîna sa fureur. Il envahit le pays avec le feu et l'épée, pillant les villes, détruisant les défenses et emportant la pierre du destin, l'ancienne pierre de couronnement écossaise à Westminster comme trophée. Pour beaucoup d'Écossais, c'était impardonnable, une insulte plus brûlante que n'importe quelle blessure. La résistance surgit bientôt, d'abord menée par Andrew de Moray et William Wallace, qui organisèrent un soulèvement audacieux. En 1297, à la bataille du pont de Stirling,
les Écossais humilièrent les forces d'Édouard, abattant des chevaliers dans la boue, et prouvant que même les puissants Anglais pouvaient saigner. Wallace devint une légende, le visage de la liberté. Mais Édouard n'était pas homme à pardonner. Il revint avec une force écrasante. À Falkirk, en 1298, ses archers transpercèrent les lignes écossaises, et Wallace dut fuir. Plus tard, Wallace fut capturé et exécuté à Londres, son corps démembré, sa tête exposée sur le London Bridge. Édouard pensait la rébellion terminée. Il se trompait. Un nouveau leader émergea, Robert Bruce. Au départ, Bruce avait juré fidélité à Édouard, mais l'ambition et le patriotisme le poussèrent à revendiquer la couronne écossaise. Édouard le qualifia de traître et jura de l'écraser. La guerre devint brutale, villages brûlés, prisonniers massacrés, région entière réduite en cendres. Pour les Écossais, Édouard devint un monstre. Pour les Anglais, il était un roi défendant sa suzeraineté légitime. En 1307, Édouard était vieux, malade et épuisé par des décennies de guerre, mais il refusa d'abandonner. Même sur son lit de mort, il ordonna que ses os soient transportés en Écosse pour poursuivre le combat après sa mort. Il n'y parvint jamais. Il mourut en campagne, laissant à son fils Édouard II la guerre à hériter. Les Écossais se relèveraient bientôt et remporteraient leur plus grande victoire à Bannockburn. Alors, qui était Édouard Ier? Était-il le roi fort qui donna à l'Angleterre des lois stables et des parlements, ou le conquérant impitoyable qui laissa l'Écosse baignée dans le sang? La réponse est les deux. Son ambition bâtit, mais détruisit aussi. Ces châteaux sont des merveilles d'ingénierie, mais aussi des monuments à l'oppression. Ces réformes façonnèrent le gouvernement anglais, mais ces guerres laissèrent des cicatrices encore présentes dans l'histoire écossaise. Pour ses admirateurs, il était le marteau des Écossais, un roi qui pliait les nations à sa volonté. Pour ses ennemis, il était le tyran qui tenta d'écraser leur liberté. Et, au final, peut être que c'est là l'héritage le plus vrai d'Édouard Ier, un homme qui régna de fer, dont les coups de marteau bâtirent un empire, mais forgèrent aussi une rébellion assez forte pour lui survivre. Édouard II, trahi par sa reine, détruit par ses ennemis, si Édouard Ier fut connu comme le marteau des Écossais, son fils, Édouard II, fut célèbre pour toute autre chose, la faiblesse, le scandale et l'une des chutes les plus choquantes de l'histoire anglaise. Son histoire n'est pas celle de batailles glorieuses ou de châteaux puissants, mais de trahison par ses barons, par ses favoris, et plus célèbre encore, par sa propre reine. Édouard II monta sur le trône en 1307, héritant des guerres de son père et de sa réputation imposante. Mais Édouard n'était en rien le guerrier impitoyable qui l'avait précédé. Il était plus doux, intéressé par des loisirs comme l'aviron, la musique et, de manière controversée, la compagnie d'hommes. Les chroniqueurs affirmaient qu'il aimait ses compagnons ordinaires, surtout un chevalier nommé Piers Gaveston, bien plus qu'il n'aimait le gouvernement. Qu'elle fût romantique ou non, une chose était certaine. Édouard comblait Gaveston de titres et de richesses, le rendant haï par les grands barons du royaume. L'attention fut immédiate. Les nobles s'attendaient à un roi fort qui les mènerait en guerre. Au lieu de cela, ils virent un homme distrait par ses favoris et aveugle à la colère grandissante de ses ennemis. Gaveston fut exilé, rappelé et exilé de nouveau, chaque fois déclenchant plus d'indignation. Enfin, en 1312, les barons prirent les choses en main. Gaveston fut capturé et exécuté brutalement. Pour Édouard, c'était une blessure qu'il ne pardonna jamais. Pour ses ennemis, c'était un avertissement. L'autorité du roi pouvait être contestée. Puis vint l'Écosse. Édouard tenta de poursuivre la guerre de son père, mais ce fut un désastre. À Bannockburn, en 1314, l'armée anglaise beaucoup plus grande et mieux équipée fut humiliée par Robert Bruce et ses Écossais en infériorité numérique. Des chevaliers se noyèrent dans les fossés,
des chevaux trébuchèrent sur un terrain accidenté, et Édouard lui-même échappa de justesse. La défaite ruina la réputation de l'Angleterre et fit paraître Édouard faible au moment où il avait besoin de force. Sa solution fut de trouver de nouveaux favoris. Hugh Despencer et sa famille devinrent les nouveaux Gaveston, s'accrochant au pouvoir, s'appropriant des terres et exaspérant la noblesse. Les barons, furieux, se rebellèrent à nouveau. L'Angleterre sombra dans le chaos. Une guerre civile éclata alors que les nobles combattaient à la fois le roi et ses alliés cupides. Mais le pire coup ne vint pas des barons. Il vint de quelqu'un de beaucoup plus proche, la reine Isabelle. Isabelle de France avait été une consort fidèle, mais des années de négligence et d'humiliation la tournèrent contre Édouard. Envoyée en France pour négocier la paix, elle refusa de revenir. À la place, elle s'allia à Roger Mortimer, puissant noble rebelle et son amant. Ensemble, Isabelle et Mortimer levèrent une armée, débarquèrent en Angleterre et déclarèrent la guerre ouverte au roi. Le soutien d'Édouard s'effondra du jour au lendemain. Les nobles se rallièrent à la bannière d'Isabelle, la des échecs du roi. Édouard fuit avec les Despencer, mais ils furent capturés. Hugh Despencer fut exécuté de l'une des manières les plus horribles du Moyen-Âge, traîné, pendu, éventré et écartelé. Édouard lui-même fut fait prisonnier, trahi non seulement par ses ennemis, mais par la femme qui était censée être sa reine. En 1327, Édouard II devint le premier roi anglais contraint d'abdiquer. Son jeune fils fut couronné Édouard III, tandis qu'Isabelle et Mortimer gouvernaient en tant que régents. Le roi autrefois puissant fut enfermé au château de Berkeley. Ce qui se passa ensuite reste l'un des mystères les plus controversés de l'histoire. Les chroniqueurs murmurèrent qu'Édouard fut assassiné en secret, sa mort cachée derrière les murs du château. L'histoire la plus célèbre prétend qu'il fut tué avec un fer rouge, une punition brutale destinée à se moquer de ses relations supposées avec des hommes. Mais de nombreux historiens doutent de cette version, suggérant plutôt qu'il aurait été étouffé en silence. Quelle qu'en soit la vérité, Édouard II disparut, sa vie s'achevant non sur un champ de bataille, mais dans une cellule de prison, trahi et détruit. Alors, qui était Édouard II? Était-il un roi faible, incapable de porter la couronne de son père guerrier, ou était-il simplement un homme déplacé, écrasé par des barons incapables de tolérer un roi qui ne correspondait pas à leur modèle? Peut être les deux imprudents et naïfs, mais aussi figure tragique, détruit non seulement par ses ennemis, mais par la femme la plus proche de lui. Ce qui est certain, c'est que le règne d'Édouard II montra à quel point la royauté pouvait être fragile. La couronne était censée être intouchable, ordonnée par le Créateur. Mais une reine mécontente, un noble ambitieux et un roi humilié prouvèrent que même les monarques pouvaient tomber. La peste noire, colère du Créateur ou fureur de la nature. Au milieu du XIVe siècle, l'Angleterre était déjà épuisée par la guerre. La guerre de Cent Ans faisait rage avec la France, drainant vie et trésors. Mais rien n'aurait pu préparer le royaume à ce qui allait suivre. Ce n'était pas une armée avec des bannières ou un roi avec des revendications. C'était invisible, impitoyable et inarrêtable. La peste que l'on appellerait la peste noire balayait l'Angleterre en 1348, et en quelques années seulement, elle avait tué près de la moitié de la population. Imaginez, villages vides, familles entières disparues, églises remplies de cadavres. Les gens posaient sans cesse la même question. Était-ce le châtiment du Tout-Puissant ou quelque chose de bien plus sombre? Que nulle prière ne pouvait arrêter, la maladie arriva silencieusement. Des rapporteurs de puces débarquèrent depuis les navires dans les ports du Sud. Les puces transportaient une bactérie mortelle, et une fois propagée, il n'y avait aucun échappatoire. Les victimes ressentirent d'abord fièvre et frissons, puis des gonflements douloureux, appelés bubons sous les aisselles ou à l'aine. En quelques jours, des taches noires apparaissaient sur la peau, les poumons se remplissaient de sang
et la mort suivait rapidement. Certains mouraient en 48 heures. Pour le peuple, c'était la colère même du Créateur. La panique se répandit plus vite que la maladie. Les prêtres prêchaient que les péchés avaient irrité le ciel. Des flagellants hommes, se fouettant en public, apparurent, espérant que leur souffrance obtiendrait miséricorde. D'autres blâmèrent les étrangers, les étoiles, ou même les puits empoisonnés. Mais rien n'arrêta la mort. Villes et villages se turent. Les cloches sonnaient sans arrêt, jusqu'à ce que les sonneurs soient eux-mêmes morts. À Londres, des charrettes transportaient des piles de cadavres vers des fosses communes. Les chroniqueurs écrivirent que chiens et cochons se nourrissaient de cadavres non enterrés et que des villages entiers étaient abandonnés. Pour ceux qui vécurent cela, la fin du monde semblait proche. Mais si la foi offrait une réponse, la nature en offrait une autre. La peste se propagea le long des routes commerciales, suivant navires et caravanes. L'Angleterre faisait partie d'un monde médiéval connecté, et cette connexion apportait à la fois richesse et ruine. Ce que les gens considéraient comme un châtiment divin était, en réalité, une maladie circulant par les réseaux humains. Bien sûr, à l'époque, personne ne pouvait voir les germes au microscope. Pour eux, c'était un mystère, et le mystère demandait explication. Était-ce l'air? Les mauvaises odeurs? Des puits empoisonnés? Les théories se multiplièrent, mais la certitude ne vint jamais. Les conséquences furent stupéfiantes. Des monastères entiers furent décimés. Les champs restèrent en friche faute de paysans. Les seigneurs, désespérés, durent supplier les survivants de revenir travailler. Pour la première fois, les paysans prirent conscience de leur valeur. Les salaires augmentèrent, les obligations féodales s'affaiblirent, et l'ancien ordre commença à se fissurer. La peste ne tua pas seulement des gens, elle détruisit les fondations de la société médiévale. Pourtant, toutes les réactions ne furent pas désespérées. Certains se tournèrent vers la prière avec une intensité nouvelle, construisant chapelles et sanctuaires. D'autres se tournèrent vers le plaisir, estimant que la mort étant si proche, la vie devait être vécue tant qu'elle durait. Les chroniqueurs décrivent des gens buvant, festoyant et dansant comme si demain n'arriverait jamais, car pour beaucoup, il ne viendrait pas. Rois et nobles ne furent pas épargnés. La peste frappa les châteaux autant que les cottages. Même les grands et puissants se retrouvèrent impuissants. Soudain, la certitude du pouvoir, l'orgueil des armées et des couronnes, ne signifiaient plus rien. La mort venait pour tous. Mais peut être la partie la plus étrange de l'histoire de la peste noire est ce qui survint ensuite. Du cauchemar naquirent de nouvelles possibilités. Avec moins de travailleurs, les paysans gagnèrent en pouvoir de négociation. Quand les seigneurs résistèrent, des révoltes éclatèrent, notamment la révolte des paysans de 1381. La peste avait déplacé l'équilibre social, semant des graines de changement qui croîtraient pendant des siècles. Alors, la peste noire fut-elle la colère du Tout-Puissant ou la fureur de la nature? Pour les gens du XIVe siècle, c'étaient les deux. Les prêtres parlaient de punition pour la cupidité et le péché, tandis que d'autres murmuraient à propos de puits empoisonnés et de complots étrangers. Aujourd'hui, nous savons que c'était une bactérie transmise par des puces et des rats, se propageant à une vitesse terrifiante. Mais peut être que les deux visions contiennent une part de vérité. Pour ceux qui vécurent, la maladie semblait colère divine. Pour nous, elle montre la force brutale de la nature quand l'humanité est sans défense. La peste noire ne tua pas seulement. Elle transforma le monde médiéval. Elle brisa le dos du féodalisme, déplaça le pouvoir vers le peuple et changea la relation entre l'homme, l'idole et la nature. Elle laissa des cicatrices dans l'art, la littérature et la mémoire. Même aujourd'hui, des siècles plus tard, son ombre plane sur notre manière de craindre les pandémies et de nous interroger sur les forces qui façonnent nos vies. Au final, la peste noire fut plus qu'une maladie. Elle fut un miroir reflétant à la fois la fragilité de la vie humaine et la résilience qui suit le désastre. Pour l'Angleterre médiévale, ce fut la nuit la plus noire.
Mais ce fut aussi le début d'une aube où l'ancien ordre ne reviendrait jamais. Loup de mer, la tempête viking qui ravagea l'Angleterre, ils venaient du froid nord de terre de fjords profonds et de nuits d'été sans fin. Chez eux, ils étaient paysans et pêcheurs. Mais dès qu'ils lançaient leurs dracars sur la mer, ils devenaient autre chose, guerriers, pillards et explorateurs. Aujourd'hui, on les appelle les Vikings. Pour les gens de l'Angleterre médiévale, c'étaient les loups de mer des prédateurs capables de frapper n'importe quelle côte sans prévenir. Imaginez la première chose que vous entendriez. Les vagues frappant les longs et étroits navires, les rames coupant en rythme parfait, et au-dessus de la ligne d'eau, une tête de dragon sculptée émergeant de la brume. Pour les villageois sur la côte anglaise, cela devait être terrifiant. Un instant vous gardez les moutons, et l'instant d'après, vous voyez des ombres à l'horizon, et vous savez que les loups sont là. Le premier coup célèbre eut lieu en 704, 13 à Lindisfarne, une île sainte au large du nord-est. Les moines furent abattus, les églises brûlées, les trésors pillés. Les chroniqueurs dirent que c'était un signe de la colère du Créateur. Mais pour les Vikings, c'était une simple opportunité. Leurs dracars pouvaient traverser les océans, mais aussi remonter les rivières. Aucun village, aucune ville, aucun monastère n'était sûr. Les raids devinrent vite un battement de peur. Chaque année, plus de navires arrivaient. Les rois essayèrent de les soudoyer avec de l'argent de protection appelé Dangeld. Parfois cela fonctionnait. La plupart du temps, non. Car les Vikings ne cherchaient pas seulement des trésors. Ils voulaient des terres. Au milieu du IXe siècle, des familles entières traversaient les mers avec leurs animaux et leurs outils, prêts à s'installer. Puis vint l'année 865, le moment où tout changea. La grande armée païenne débarqua en Angleterre. Ce n'était pas un raid, c'était une invasion. La Northumbrie tomba, l'East Anglie tomba. Des marais du Somerset, un jeune roi nommé Alfred se leva. Alfred reconstruisit des armées, bâtit des forteresses et créa même la première marine anglaise. Pendant des décennies, les batailles firent rage. Parfois les Vikings avaient l'avantage. Parfois Alfred et ses hommes ripostaient. L'avenir de l'Angleterre se jouait sur le fil du rasoir. Mais voici le twist. Les Vikings ne se contentèrent pas de détruire. Ils laissèrent leur empreinte dans la vie anglaise. Des mots comme ciel, couteau et fenêtre viennent de leur langue. Des villes dont le nom se termine par By ou Thorpe furent fondées par eux. Même le sang de leurs guerriers se mêla aux familles des rois et paysans d'Angleterre. Alors qui étaient vraiment ces hommes? Pour les moines de Lindisfarne, c'étaient des démons. Pour les rois, des ennemis impitoyables. Mais pour l'histoire, ils étaient quelque chose de plus complexe. Ils étaient une tempête. Une tempête qui faillit briser l'Angleterre, mais qui la força aussi à devenir plus forte, plus dure et plus unie. Les loups de mer ravagèrent la terre, mais à la fin, ils firent partie de l'histoire qu'ils avaient tenté de conquérir. Et du chaos qu'ils apportèrent naquit un nouveau rêve, le rêve d'unité d'Alfred. Un rêve qui façonnerait un jour une nation. Le rêve impossible d'Alfred le Grand d'unifier l'Angleterre. L'Angleterre du IXe siècle était un pays en feu. Les dracars vikings glissaient hors de la brume comme des dragons flottants, des villages brûlaient et des royaumes centenaires tombaient un à un. La Northumbrie avait disparu, l'East Anglia avait disparu. La Mercie était brisée. Seul un royaume résistait encore au sud, le Wessex. Et au milieu de tout ça, un jeune roi fragile nommé Alfred. Personne ne pensait qu'il survivrait. Personne ne croyait qu'il pourrait sauver l'Angleterre. Alfred devint roi en l'année 871. Il était au début de la vingtaine, souvent malade, déjà épuisé après des années de combat. Il n'était pas le genre d'homme auquel on pense quand on entend « roi guerrier ». Mais Alfred possédait quelque chose de bien plus important que la force brute. Il avait de la vision et une ténacité incroyables. Au début, tout se passa mal.
L'hiver de 878, une armée viking sous Guthrum lança une attaque surprise. L'armée d'Alfred fut écrasée. Son royaume s'effondra. Alfred lui-même dut fuir pour sauver sa vie, se cachant dans les marais du Somerset. Pendant un temps, il fut un roi sans couronne, un souverain sans terre. Il existe une histoire, à moitié légende, à moitié vérité, sur cette période. Alfred séjournait dans la cabane d'une paysanne, déguisée et abattue. Elle lui demanda de surveiller son pain pendant qu'il cuisait. Perdu dans ses pensées sur son royaume détruit, il laissa le pain brûler. À son retour, elle le réprimanda sévèrement, sans savoir qu'il était le roi. Ce moment devint le symbole de la vie d'Alfred. Même les rois doivent maîtriser les petites choses avant de pouvoir sauver une nation. Mais Alfred n'avait pas dit son dernier mot. Depuis les marais, il commença à reconstruire. Peu à peu, des hommes qui croyaient encore en lui se rassemblèrent à ses côtés. Il planifia soigneusement des raids surprises, reconstruisant son armée morceau par morceau. Puis vint le tournant, la bataille d'Eddington. Le mur de bouclier d'Alfred tint bon face aux guerriers de Guthrum. Pour une fois, ce furent les Vikings qui craquèrent. Guthrum se rendit et accepta même d'être baptisé, pliant symboliquement à la foi d'Alfred. Mais le véritable génie d'Alfred ne résidait pas seulement dans ses victoires militaires. Il préparait déjà les suivantes. Il savait que les Vikings reviendraient et que l'Angleterre ne survivrait pas sans changement. Alors il rêva de quelque chose qu'aucun autre n'avait réussi, un royaume anglais unifié. Il commença par la défense. Alfred ordonna la construction de villes fortifiées appelées burhs. Ces bastions étaient espacés de manière à ce qu'aucun village ne soit à plus d'une journée de marche d'un refuge sûr. Si les Vikings attaquaient, les habitants pouvaient courir jusqu'au burh le plus proche et se défendre. C'était un réseau de sécurité qui donnait aux habitants du Wessex un sentiment d'espoir. Il réorganisa aussi son armée. Au lieu de mobiliser tous les hommes en même temps, il créa un système où un groupe combattait pendant que l'autre restait cultiver la terre. Ainsi, son peuple pouvait se défendre et survivre à l'hiver. Il construisit même une flotte petite au départ, mais c'était la première vraie marine anglaise. Alfred savait que pour vaincre les loups de mer, il fallait des dents dans l'eau, et Alfred n'en resta pas là. Il croyait que le savoir était aussi puissant que l'épée. Il encouragea l'éducation, ordonnant que des livres importants soient traduits en anglais pour que le peuple, et pas seulement les moines, puissent les lire. Il travailla même sur certaines traductions lui-même. Il pensait qu'un royaume fort avait besoin non seulement de soldats, mais aussi de sagesse et de foi. Pourtant, Alfred ne vit jamais son rêve totalement réalisé. Les Vikings contrôlaient encore de vastes régions sous le Danelaw. Le Wessex était plus fort qu'avant, mais ce n'était toujours qu'un royaume. Pourtant, Alfred avait accompli quelque chose de bien plus important que conquérir des terres. Il avait planté une idée. L'idée qu'un jour, tous les royaumes anglais pourraient être unis sous une seule couronne. Cette idée ne mourut pas avec lui. Ses enfants et petits-enfants la poursuivirent, combattant bataille après bataille, jusqu'à ce que l'Angleterre devienne enfin une seule nation. Et quand on regarda en arrière, on vit Alfred comme le premier bâtisseur de ce rêve. C'est pourquoi l'histoire se souvient de lui non seulement comme Alfred, mais comme Alfred le Grand. Il n'était pas le plus fort, ni le plus féroce, ni le héros le plus évident. Mais dans le moment le plus sombre, quand l'Angleterre était à un échec de disparaître, Alfred imagina quelque chose de plus grand et refusa d'abandonner. Son rêve impossible d'unité résonnerait à travers les siècles, façonnant la nation qui porte encore son héritage aujourd'hui. Et pourtant, ce rêve allait affronter son plus grand test moins de 200 ans plus tard, en l'année 1066, quand une armée venue d'outre-mer débarqua pour s'emparer de la couronne d'Angleterre en une seule bataille sanglante. 1066, le jour où l'Angleterre fut conquise en une seule bataille,
L'année était 1066. L'Angleterre était riche, puissante et pleine d'ambition, mais elle se tenait aussi sur une trappe. La mort d'un roi ouvrirait ce piège, et en quelques mois seulement, tout l'avenir du pays serait réécrit. 3 hommes voulaient la couronne, un seul la porterait. Et la bataille qui décida de tout devint l'un des jours les plus célèbres de l'histoire. Tout commença en janvier. Le roi Édouard le Confesseur, qui avait régné plus de 20 ans, mourut sans laisser d'héritier. Sa mort déclencha une tempête. Le premier prétendant fut Harold Godwinson, le noble le plus puissant d'Angleterre. Il fut choisi par le conseil anglais et couronné presque immédiatement. Mais de l'autre côté de la mer, d'autres avaient les yeux sur la couronne. Harald Hardrada, le roi farouche de Norvège, la revendiquait par une ancienne promesse, et Guillaume, duc de Normandie, affirmait qu'Édouard lui avait autrefois promis le trône, et que Harold lui-même avait juré de le soutenir. 3 hommes, 3 armées, un trône. Le premier à frapper fut Hardrada. En septembre, il navigua depuis la Norvège avec des centaines de dracars, rejoints par le frère d'Harold, Tostig, qui avait trahi sa famille. Ils envahirent le nord de l'Angleterre, brûlant des villes et s'emparant de terres. Pour Harold Godwinson, c'était un cauchemar. Mais au lieu d'attendre, il fit l'impensable. Il força son armée à marcher près de 200 000 en moins d'une semaine, les poussant à l'épuisement. À Stamford Bridge, les hommes d'Harold surprirent les Vikings. La bataille fut brutale, et Hardrada, le géant de Norvège, fut abattu. Tostig tomba à ses côtés. L'ère viking, qui avait tourmenté l'Angleterre pendant des siècles, prit fin ce jour-là, mais la victoire eut un coup terrible. Les hommes d'Harold étaient épuisés, ensanglantés et loin d'être prêts pour ce qui allait suivre, car tandis qu'ils célébraient dans le nord, une nouvelle arriva. Guillaume de Normandie avait débarqué au sud avec son armée de chevaliers, archers et cavaliers. Harold n'eut pas le choix. Il fit demi-tour et obligea son armée à une nouvelle marche exténuante pour affronter cette nouvelle menace. Le 14 octobre, les 2 armées se firent face près de Hastings. Les hommes d'Harold prirent de la hauteur, formant un grand mur de boucliers, épaule contre épaule, haches et lances prêtes. Les Normands de Guillaume chargeaient encore et encore, mais le mur tint. Pendant des heures, les Anglais restèrent solides. Chaque charge se brisait contre eux comme des vagues sur des rochers. Mais les batailles se décident par des moments. À un moment, des unités de l'armée de Guillaume paniquèrent et reculèrent. Voyant cela, certains hommes d'Harold rompirent leur formation et les poursuivirent en bas de la colline. Ce fut une erreur mortelle. Les Normands firent volte-face et les coupèrent. Le mur de boucliers n'était plus intact. Guillaume avait maintenant sa chance. Le combat dura toute la journée. En fin d'après-midi, la ligne anglaise faiblissait. Puis vint le coup fatal. La légende dit qu'une flèche frappa le roi Harold à l'œil. D'autres disent qu'il fut abattu par des chevaliers normands. Quoi qu'il en soit, le résultat fut le même. Leur roi était mort. La ligne anglaise s'effondra. Au coucher du soleil, le champ de bataille était couvert de corps. L'armée saxonne était brisée et Guillaume avait gagné. 2 mois plus tôt, l'Angleterre avait repoussé les Vikings. Maintenant, en une seule journée, elle avait été conquise par les Normands. À Noël, Guillaume fut couronné roi d'Angleterre à l'abbaye de Westminster. Une nouvelle ère commençait. Les Normands bâtirent des châteaux de pierre, imposèrent de nouvelles lois et modifièrent la langue elle-même. Des mots français se mêlèrent à l'anglais, façonnant notre manière de parler encore aujourd'hui. L'ancien monde anglo-saxon avait disparu, balayé par une seule bataille, un seul jour, une seule flèche. 1066 n'est pas juste une date dans un manuel. C'est le moment où le destin de l'Angleterre bascula. Tout ce qui suivit les châteaux, les guerres, même la langue anglaise que vous entendez maintenant, trouve ses racines sur cette colline près de Hastings. Et voici la pensée qui hante. Tout dépendait d'un seul jour. La mort d'un homme, une ligne brisée,
une bataille qui décida de l'avenir d'une nation. Richard Cœur de Lion, roi guerrier ou croisé imprudent. Quand on entend le nom de Richard Cœur de Lion, on imagine probablement un chevalier brillant en armure, un roi chargeant au combat, épée levée, l'image parfaite de la chevalerie médiévale. Et oui, Richard Ier d'Angleterre est resté dans l'histoire comme l'un des rois les plus héroïques. Mais la vérité, ce n'est pas si simple. Certains le voyaient comme le roi guerrier ultime. D'autres pensaient qu'il était un aventurier imprudent, abandonnant son royaume et le saignant à blanc. Alors, lion ou liability? Richard monta sur le trône en 1189. Grand, beau et déjà célèbre comme guerrier, il avait même, adolescent, mené des armées contre son propre père, Henri II. Il était impitoyable, ambitieux et intrépide au combat. Pour ses chevaliers, il était un leader qui combattait en première ligne, épée à la main. Pour ses ennemis, il était terrifiant, et presque immédiatement après être devenu roi, il se lança dans la plus grande aventure de son époque, les croisades. La troisième croisade fut l'occasion pour Richard de se prouver. Il s'allia avec des rois européens pour reprendre Jérusalem au légendaire chef musulman Saladin. Le choc entre les deux devint l'une des rivalités les plus célèbres de l'histoire, et à bien des égards, Richard fut à la hauteur de la légende. Au siège d'Acre, il montra son côté impitoyable, ordonnant l'exécution de milliers de prisonniers musulmans lorsque les négociations échouèrent. À la bataille d'Arsouf, il mena son armée avec un tel courage et une telle habileté que même Saladin aurait été impressionné. Richard ne prit jamais Jérusalem, mais il tint Saladin en échec et obtint un accord permettant aux pèlerins chrétiens de visiter la ville sainte. Chez lui, la nouvelle de ses victoires fit de lui une légende. Chansons et récits le transformèrent en héros, le cœur de lion dont le rugissement résonnait à travers la chrétienté. Mais voici l'autre côté de l'histoire. Richard passa à peine 6 mois de ses 10 années de règne en Angleterre. Pour lui, l'île n'était qu'une banque pour financer ses guerres. Il admit même qu'il aurait vendu Londres elle-même s'il avait trouvé un acheteur. Les taxes pressaient le peuple, les terres étaient vendues, et le royaume fut vidé pour payer ses campagnes interminables à l'étranger. Puis vint sa capture. Sur le chemin du retour de la croisade, Richard fut kidnappé par le duc d'Autriche et remis à l'empereur du Saint-Empire. L'Angleterre dut payer une rançon colossale pour le libérer, une somme qui faillit ruiner le royaume. Pendant que les paysans mouraient de faim, leur roi était enfermé dans une prison étrangère, payant le prix de sa gloire. Même sa mort montra la contradiction de son caractère. En 1199, Richard assiégeait un petit château en France. Pas exactement le champ de bataille héroïque qu'on imagine pour le cœur de lion. Une flèche d'arbalète le frappa, et quelques jours plus tard, l'infection le tua. Le puissant roi croisé disparut à cause d'une querelle futile pour un trésor. Alors, comment devons-nous voir Richard aujourd'hui? Était-il le roi guerrier intrépide qui fit la renommée de l'Angleterre dans le monde, ou le croisé imprudent qui se souciait plus de sa fierté que de son peuple? Peut être les deux. Courageux, brillant et hors du commun, mais aussi égoïste, absent et aveugle au coup de ses aventures. Une chose est certaine, Richard laissa derrière lui une légende plus grande que l'homme lui-même. Dans les récits, il devint le roi noble combattant pour le Créateur et la gloire, l'ami de Robin des Bois, le symbole du courage anglais. Mais derrière le mythe se tenait un roi qui traita l'Angleterre comme un porte-monnaie, mourut loin de chez lui, et laissa son frère Jean hériter d'un royaume affaibli et mécontent. Le cœur de lion rugit encore dans la mémoire, mais l'histoire murmure une autre vérité. Parfois, les plus grands héros sont aussi les plus grands parieurs. Et Richard Cœur de Lion joua l'avenir de l'Angleterre sur un rêve de conquête. Qu'il ait été un guerrier glorieux ou un croisé imprudent dépend de l'histoire que vous choisissez de croire. Le roi Jean, le monarque le plus haï d'Angleterre ou le bouc émissaire de l'histoire, dites le nom de roi Jean
et la plupart des gens pensent à un méchant. Le tyran avide des histoires de Robin des Bois, le lâche qui a tout perdu, le roi si mauvais que ses propres barons l'ont forcé à signer la Magna Carta. Pendant des siècles, il a porté la couronne du monarque le plus haï d'Angleterre. Mais voici le twist. Était-il vraiment le monstre que l'histoire dépeint, ou juste le bouc émissaire parfait pour un royaume en chaos? Jean devint roi en 1199, après la mort de son célèbre frère Richard Cœur de Lion. Il était le plus jeune fils d'Henri II, jamais destiné à régner. Même son surnom, Jean sans terre, rappelait cruellement que son père ne lui avait presque rien laissé en héritage. Mais le destin aime jouer avec les hommes, et soudain, Jean tenait la couronne d'Angleterre et l'héritage impossible de son frère guerrier. Dès le départ, Jean eut des problèmes. Son empire s'étendait de l'autre côté de la Manche en France, mais le roi français, Philippe II, était déterminé à le lui arracher. Jean se fit rapidement des ennemis. Il épousa Isabelle d'Angoulême, la dérobant à un autre noble et déclenchant l'indignation. Il se querella avec ses barons, qui le voyaient comme indigne de confiance. Pire encore, il affronta Philippe au combat et perdit. En 1214, presque toutes les riches terres angevines en France étaient perdues. La Normandie, l'Anjou, le Poitou, le cœur de l'empire que son père avait bâti, échappaient à son contrôle. Pour les nobles, c'était impardonnable. Les rois étaient censés gagner, pas perdre. Mais les ennuis de Jean ne s'arrêtèrent pas à la France. Il se battit âprement contre l'Église. Quand le pape tenta de nommer un nouvel archevêque de Cantorbéry, Jean refusa. Le résultat, l'Angleterre fut placée sous interdite église fermée, sacrement refusé, cloche silencieuse. Imaginez vivre dans un monde où, pendant des années, les mariages ne pouvaient être bénis, les funérailles ne pouvaient se tenir, et tout le monde croyait que son âme était en danger, tout cela à cause de son roi. Finalement, Jean céda et accepta même de faire de l'Angleterre un État vassal du pape, payant tribut comme un serviteur. Pour beaucoup, ce fut une nouvelle humiliation. Et puis, il y avait ses taxes. Pour financer ses guerres et rançons, Jean pressa son peuple plus que tout roi avant lui. Nobles, marchands, même paysans, tous gémissaient sous le poids de ses exigences. Plus il prenait, plus on le détestait. Les chroniqueurs le qualifiaient de cruel, cupide, voire de diable. Des rumeurs couraient qu'il avait fait tuer son propre neveu, Arthur de Bretagne, pour assurer son trône. Vrai ou pas, cela ne fit qu'approfondir sa légende sombre. Mais voici où l'histoire devient complexe. Certaines réformes de Jean étaient en réalité intelligentes. Il réorganisa le système judiciaire, rendit le gouvernement plus efficace et tint des comptes financiers détaillés que les historiens admirent encore aujourd'hui. Il n'était ni paresseux ni incompétent. Il était intelligent, calculateur et toujours en action. Mais l'intelligence ne remplace pas le charisme, et Jean n'en avait pas. Là où son frère Richard inspirait la loyauté, Jean inspirait le ressentiment. En 1215, ses barons en eurent assez. Ils se révoltèrent, marchant contre leur roi. Jean fut contraint de se rendre dans la prairie de Runnymede, où il apposa son sceau sur un document qui résonnerait à travers l'histoire. La Magna Carta. Elle exigeait que le roi respecte les droits de ses nobles, les consulte sur les taxes et suive la loi. À l'époque, c'était pour limiter Jean, mais dans les siècles suivants, elle devint le fondement du gouvernement constitutionnel et de la liberté. Ironiquement, le roi le plus haï de son temps finit par façonner les libertés pour lesquelles les gens se battent encore aujourd'hui. Jean ne profita pas longtemps de sa défaite. Il tenta de riposter, mais en 1206, fuyant ses ennemis, il perdit une grande partie de son trésor dans un estuaire. Certains disent qu'il repose encore dans la boue. Peu après, il tomba malade de dysenterie et mourut, laissant derrière lui un royaume brisé
et une réputation plus noire que la nuit. Alors, le roi Jean fut-il vraiment le pire monarque d'Angleterre? Ou était-il simplement le méchant parfait pour baron, évêque et chroniqueur, ayant besoin de quelqu'un à blâmer? Peut être les deux impitoyables, malchanceux, ambitieux et profondément imparfait. Un homme qui échoua dans les guerres, échoua dans le charme, mais laissa derrière lui l'un des documents les plus importants de l'histoire humaine. En fin de compte, l'histoire du roi Jean est le paradoxe ultime. Le roi que tout le monde méprisait pourrait aussi être celui qui, par accident, donna au monde l'idée qu'aucun dirigeant n'est au-dessus de la loi. Haï de son vivant, maudit en légende, mais éternellement mémorisé. Magna Carta. Le jour où un roi fut forcé de s'agenouiller, imaginez la scène. C'est l'été de 1215, et le roi d'Angleterre, l'homme le plus puissant du royaume, se tient dans une prairie près de la Tamise. Son visage est rouge de colère, ses mains tremblent de rage, mais il n'a pas le choix. Autour de lui se tiennent des barons armés, des hommes qui furent jadis ses sujets loyaux, mais qui le traitent maintenant comme un ennemi. Devant lui se trouve un document qui changera l'histoire. Ce fut le jour où le roi Jean fut forcé de s'agenouiller. Ce fut la naissance de la Magna Carta. Pendant des années, Jean avait saigné l'Angleterre à blanc. Ses guerres en France s'étaient terminées par des défaites humiliantes. La Normandie était perdue, avec elle la fierté de la noblesse. Pour financer ses échecs, Jean imposa des taxes impitoyables à son peuple. Les nobles payaient des amendes exorbitantes, les villes étaient pressurées, même les veuves devaient payer juste pour éviter d'être remariées. La cupidité du roi semblait sans limite. Et puis il y eut son conflit avec l'Église. En défiant le pape, Jean plaça l'Angleterre sous un interdit, Église fermée, âme en suspens. Même lorsqu'il fit la paix, il accepta de payer tribut au pape, montrant une Angleterre faible. Pour ces barons, c'était l'insulte finale. En 1215, la colère éclata. Les barons s'arment et se révoltent ouvertement. Ils ne voulaient pas seulement se plaindre, ils voulaient briser le pouvoir du roi. Jean tenta de riposter, mais trop de personnes s'étaient retournées contre lui. Il se retrouva acculé. Alors, le 15 juin, il les rencontra dans une prairie appelée Runnymede. Là, il fit face à un choix, une guerre qu'il ne pouvait gagner ou un accord qui l'humilierait pour toujours. La Magna Carta, grande charte, en latin fut cet accord. En surface, c'était une liste d'exigences. Pas de taxes injustes sans le consentement des barons, pas d'emprisonnement sans procès, protection des droits de l'Église et limite au pouvoir royal. En bref, c'était la première fois dans l'histoire anglaise que l'autorité du roi était ouverte aux défis et mise par écrit. Jean, furieux, dut y apposer son sceau royal. Pour les barons, c'était une victoire. Pour Jean, une humiliation. Mais voici le twist. Jean n'avait jamais l'intention de tenir sa parole. Quelques semaines plus tard, il écrivit au pape, affirmant avoir signé la charte sous contrainte. Le pape approuva et déclara la Magna Carta invalide. Jean renonça immédiatement à tout ce qu'il avait promis, plongeant le royaume dans la guerre civile. Une fois de plus, l'Angleterre fut déchirée par son propre roi. Pourtant, malgré la trahison de Jean, la Magna Carta refusa de mourir. Les barons et l'Église la rééditèrent après sa mort, en simplifiant certains points, mais en conservant sa promesse centrale. Aucun dirigeant ne peut être au-dessus de la loi. Au fil des siècles, ces clauses inspirèrent rebelles, réformateurs et même révolutionnaires. De la guerre civile anglaise à la déclaration d'indépendance américaine, des échos de la Magna Carta résonnèrent chaque fois que le peuple revendiquait la liberté. En 1215, pourtant, il ne s'agissait ni de démocratie ni de droits humains. Il s'agissait de nobles en colère protégeant leurs privilèges face à un roi avide. Les paysans ordinaires n'étaient pas soudainement libres. La plupart de la charte concernait les droits des barons, les conflits fonciers et les obligations féodales. Et pourtant, de ce combat égoïste entre nobles et rois, naquit l'une des idées les plus puissantes de l'histoire,
Les dirigeants ont des limites et les sujets des droits. Alors, comment voir ce jour à Runnymede? Fut-ce le moment où naquit la liberté, ou juste un groupe d'hommes riches forçant leur roi à partager le pouvoir? Peut être les deux. Ce qui commença comme une querelle pour l'argent et la terre devint une pierre angulaire de la liberté. La vue d'un roi s'inclinant devant ses barons sema une graine qui grandirait pendant des siècles. La Magna Carta n'a pas rendu Jean meilleur roi. Il resta Haï jusqu'à sa mort l'année suivante. Mais elle transforma l'Angleterre en un royaume différent, un royaume où même les rois doivent répondre à la loi. C'est pourquoi, plus de 800 ans plus tard, la Magna Carta est encore célébrée, non seulement comme un parchemin et de l'encre, mais comme un tournant dans la lutte entre pouvoir et peuple. Dans cette prairie près de la Tamise, un roi furieux se plia aux exigences de ses barons. Il pensait que c'était une humiliation temporaire. L'histoire en fit quelque chose de bien plus grand, le jour où la tyrannie rencontra sa première vraie chaîne. Un parlement pour le peuple, ou juste une autre cage pour les rois? Imaginez un roi sur son trône. La couronne est lourde, le sceptre brille. Mais autour de lui se trouve quelque chose de bien plus dangereux que des épées ou des armées. Les mots. Autour de lui sont assis des évêques, des nobles et, pour la première fois, des hommes ordinaires choisis pour représenter les villes et les comtés. Cette assemblée avait un nom, le Parlement. Pour les générations futures, il serait considéré comme le début de la démocratie. Mais pour les rois qui y faisaient face, le Parlement était souvent moins une voix du peuple qu'une cage, un moyen de restreindre le pouvoir royal, loi après loi. Les racines du Parlement remontent au XIIIe siècle. Les rois d'Angleterre convoquaient depuis longtemps des conseils de nobles et d'évêques pour les conseiller. Mais le système était simple. Le roi demandait, ils obéissaient. Cet équilibre commença à changer avec le roi Jean et la Magna Carta en 1215. Pour la première fois, un roi fut forcé d'accepter des limites. Ses barons exigèrent qu'il les consulte avant de lever de nouveaux impôts. Cette petite ligne dans la charte ouvrit la porte à quelque chose de révolutionnaire, l'idée que les rois ne pouvaient pas gouverner seuls. Mais c'est sous le fils de Jean, Henri III, que les choses devinrent vraiment compliquées. Henri aimait l'art, les projets somptueux et les conseillers étrangers le tout payaient avec l'argent anglais. Ces barons s'énervèrent. Menés par Simon de Montfort, ils se rebellèrent contre lui, et, en 1265, ils convoquèrent quelque chose d'extraordinaire, un parlement non seulement de nobles et d'évêques, mais aussi de chevaliers et de citoyens des villes. Pour la première fois, des voix ordinaires résonnèrent dans les salles du pouvoir. Était-ce de la démocratie? Pas vraiment. La plupart des gens n'avaient toujours pas de vote, et les hommes présents étaient là pour protéger leurs intérêts locaux, pas pour parler pour chaque paysan des champs. Mais c'était un pas, et un pas dangereux. Les rois, autrefois tout-puissants, devaient désormais envisager la possibilité d'être dépassés dans leur propre conseil. Édouard Ier, le marteau des Écossais, comprenait cela mieux que quiconque. Il était guerrier, mais aussi fin politique. En 1204-15, il convoqua ce qu'on appelle souvent le Parlement modèle. Aux côtés des seigneurs et des évêques, il incluait des représentants des villes et comtés d'Angleterre. Édouard ne le fit pas par bonté. Il avait besoin d'argent pour ses guerres sans fin et comprit que si le peuple donnait son consentement à la taxation par le Parlement, il serait moins enclin à se révolter. En d'autres termes, le Parlement devint un outil pour légitimer les taxes et rendre les rébellions plus difficiles. Une astuce intelligente, mais qui rendit l'institution permanente. Dès lors, les rois anglais eurent un problème. Chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent, ce qui était fréquent, ils devaient convoquer le Parlement. Et le Parlement ne se contentait pas de donner de l'argent. Il imposait des conditions. Respecter nos droits, écouter nos plaintes, accepter de nouvelles lois. À chaque réunion, la voix du Parlement se faisait plus forte et l'autorité du roi plus faible. Ce changement était enthousiasmant mais aussi dangereux.
Pour certains, cela ressemblait au début d'un gouvernement par le peuple. Pour d'autres, c'était un étranglement progressif de la monarchie. Les rois détestaient se faire sermonner. Les nobles voyaient une chance de couper les ailes de la couronne. Les représentants ordinaires, nombreux venant de petites villes, se retrouvaient mêlés à des débats sur la politique nationale. L'avenir politique de l'Angleterre se forgeait dans des arguments, des négociations et des menaces. Mais ne romantisons pas trop. Ce n'était pas la Chambre des communes que nous connaissons aujourd'hui, avec des discours sur la liberté et l'égalité. Les premiers parlements étaient rudes, intéressés et souvent corrompus. Les nobles voulaient protéger leurs terres, les marchands obtenir de meilleurs accords commerciaux, les villes cherchaient un soulagement fiscal. Si cela signifiait limiter le pouvoir du roi, tant mieux, mais l'objectif était la survie, pas l'idéologie. Pourtant, le symbolisme comptait. Un roi, entouré de ses sujets, forcé d'écouter et de négocier, envoyait un message résonnant bien au-delà de la salle. Il montrait que le pouvoir n'était plus unidirectionnel. Pour Édouard II, cette réalité devint un cauchemar. Faible et impopulaire, il affronta le Parlement non pas comme un partenaire, mais comme un ennemi. Ses barons l'utilisèrent pour exiger des réformes, exiler ses favoris et finalement le pousser à abdiquer. Quand il fut forcé de céder le trône, le Parlement fut l'arme utilisée contre lui, une cage, se refermant jusqu'à ce qu'un roi ne puisse plus s'échapper. Alors, qu'était le Parlement à ses débuts? Une voix du peuple? Pas vraiment. La plupart des gens n'y mirent jamais les pieds. Mais c'était quelque chose de nouveau, fragile mais puissant. Un espace où les rois devaient faire des compromis, où les nobles pouvaient exiger des comptes et où les habitants des villes pouvaient commencer à influencer la politique nationale. Avec le temps, cette cage se renforça. Les futurs rois tenteraient de s'en libérer, par les armes ou la politique, mais aucun ne put jamais remettre le génie dans la bouteille. Le Parlement, une fois né, ne pouvait être détruit. Regardant en arrière, il est tentant de le voir comme le début de la démocratie, le moment où le peuple obtint pour la première fois une voix. En réalité, c'était plus compliqué. C'était un outil des puissants, une scène de négociation et une laisse pour les rois. Mais même imparfait, il planta une idée. Même les monarques doivent partager le pouvoir, et cette idée croîtrait. Des siècles plus tard, elle alimenterait des révolutions, renverserait des rois et inspirerait des gouvernements dans le monde entier. Mais à ses débuts, le Parlement concernait moins la liberté du peuple que la survie du royaume. Alors, était-ce un Parlement pour le peuple ou juste une autre cage pour les rois? La réponse pourrait être les deux. Pour les rois, c'était un piège. Pour les nobles, c'était une protection. Pour les villes, c'était une opportunité. Et pour l'histoire, c'était le début de quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. L'étincelle qui alluma la guerre de Cent Ans, les guerres ne commencent pas souvent par une seule étincelle. Elles couvent pendant des années, nourries par les rancunes, la cupidité et l'orgueil. Mais en 1337, une étincelle embrasa toute l'Europe. Cette étincelle était une revendication à la couronne et elle déclencha un conflit qui durait plus d'un siècle. Voici comment commença la guerre de St. Anne's, non pas par un affrontement soudain d'épées, mais par une tempête lente d'ambition, d'insultes et d'opportunités. L'histoire commence avec les rois de France et d'Angleterre. Pendant des siècles, les souverains anglais avaient possédé des terres en France, remontant à Guillaume le Conquérant, qui fut duc de Normandie avant de devenir roi d'Angleterre. Des générations plus tard, la puissante dynastie des Angevins régna non seulement sur l'Angleterre, mais aussi sur la moitié de la France. Au temps du roi Édouard III, au XIVe siècle, une grande partie de cet empire était perdue, arrachée par les rois français qui voulaient repousser les Anglais au-delà de la Manche. Pourtant, l'Angleterre conservait des terres en Gascogne, une riche région viticole du sud-ouest de la France. La France la voulait à tout prix. Puis vint la crise. En 1328, le roi de France,
Charles IV, mourut sans fils. Qui devait hériter du trône français? Selon la tradition française, la couronne ne pouvait passer que par la lignée masculine. Cela signifiait qu'Édouard III d'Angleterre, petit-fils d'un roi français par sa mère, était rejeté. Au lieu de cela, les nobles français donnèrent la couronne à Philippe VI, un cousin. Pour Édouard, c'était une insulte. Il croyait que son sang lui donnait un droit tout aussi légitime, être même plus fort. Au début, Édouard fit semblant d'accepter. Il rendit hommage à Philippe pour ses terres en Gascogne, avalant sa fierté pour maintenir la paix. Mais la rivalité couvait sous la surface. Les tensions s'aggravèrent lorsque la France soutint l'Écosse, l'ennemi de toujours de l'Angleterre. Pour Édouard, la France ne cherchait pas seulement à dominer la Gascogne, elle tentait d'étrangler l'Angleterre elle-même. En 1337, Édouard passa à l'action. Il déclara qu'il était, et non Philippe VI, le roi légitime de France. C'était une revendication audacieuse, que peu en France prirent au sérieux. Mais cela donnait à Édouard un prétexte pour la guerre. Il ne s'agissait plus seulement de la Gascogne. Il était question de couronne, de légitimité et de fierté. L'étincelle avait été allumée. Mais pourquoi cette revendication déclencha-t-elle une guerre si longue et brutale? La réponse réside dans les ambitions des deux royaumes. La France était le royaume le plus riche et le plus peuplé d'Europe, mais elle était divisée par de puissants nobles qui ignoraient souvent leur roi. L'Angleterre était plus petite mais plus unie sous un monarque déterminé. Édouard réalisa que s'il exploitait les divisions françaises, il pourrait accomplir l'impossible, prendre la couronne française. Pour Philippe, permettre à Édouard de contester son pouvoir était impensable. Qu'un roi étranger porte la couronne de France aurait été une humiliation pire que la mort, et ainsi commença la guerre. Les premières campagnes donnèrent le ton, raids, sièges et affrontements qui dévastèrent villes et champs. En 1346, l'armée d'Édouard, en infériorité numérique, affronta les Français à Crécy. Là, les archers anglais changèrent la face de la guerre, abattant des vagues de chevaliers français. Ce fut une victoire stupéfiante, prouvant que ce ne serait pas un combat rapide. Pourtant, même à ses débuts, la guerre de Sentence n'était pas seulement une succession de batailles, c'était une lutte d'identité. Pour les Français, c'était un combat pour protéger leur royaume de la domination étrangère. Pour les Anglais, c'était une lutte non seulement pour le territoire, mais aussi pour le prestige. Chaque victoire prouvait que leurs revendications étaient justes. Chaque défaite menaçait leur fierté. Et sous tout cela, ce sont les gens ordinaires qui souffraient le plus. Les champs brûlés, les villages détruits, les familles déplacées. La guerre n'était pas que chevaliers et bannières, c'était famine, peste et désespoir, traversant deux royaumes. Regardant en arrière, il est tentant de dire que la guerre de Sentence commença avec l'audacieuse revendication d'Édouard en 1337. Mais en réalité, elle était le produit de siècles de rivalité. L'Angleterre et la France étaient liées depuis la conquête normande. Leurs rois étaient unis par le sang, le mariage et la terre, mais aussi par la haine et la jalousie. La mort de Charles IV ne fit qu'exposer les fissures, et l'ambition d'Édouard alluma l'étincelle. Alors, Édouard III était-il un héritier légitime défendant sa revendication ou un roi ambitieux cherchant la gloire? Philippe VI était-il un souverain légitime ou un usurpateur caché derrière la tradition? La vérité est que tous deux se considéraient comme rois légitimes, et aucun ne pouvait reculer sans perdre la face. Dans le monde médiéval, l'orgueil était aussi meurtrier que l'acier. C'est ainsi qu'un simple conflit d'héritage alluma un feu qui brûlerait pendant plus d'un siècle. Une guerre de couronne, de châteaux et de royaumes. Une guerre qui verrait des héros comme le prince noir et des ennemis vus comme des monstres. Une guerre qui engendrerait des légendes et une adolescente qui deviendrait sa figure la plus surprenante. Mais avant que Jeanne d'Arc ne lève jamais sa bannière,
avant qu'Azincourt ne soit gravé dans la légende, la guerre de Sentence commença par une étincelle entre deux rois, désirant porter la même couronne. Et une fois cette étincelle allumée, les flammes ne pouvaient plus être éteintes. Azincourt, victoire miraculeuse ou mythe de propagande? Le matin du 25 octobre 1415 était froid et pluvieux. La boue engloutissait les bottes. La pluie rendait les champs glissants et une petite armée anglaise affamée se tenait face à ce qui ressemblait à une mort certaine. En face d'eux s'étendait la puissance étincelante de la France, des milliers de chevaliers en armure, des bannières claquant au vent, une force si écrasante que les Anglais auraient dû être anéantis. Et pourtant, à la tombée de la nuit, ce furent les Français qui gisaient brisés sur le champ, tandis que le roi Henri V d'Angleterre remportait l'une des victoires les plus improbables de l'histoire médiévale. Pendant des siècles, Azincourt a été considéré comme un miracle, le triomphe du faible, la victoire du courage anglais et de la maîtrise de l'arc long sur l'orgueil français. Shakespeare l'immortalisa comme une histoire de fraternité et de destin, un moment où les paroles inspirantes d'Henri transformèrent des hommes ordinaires en héros. Mais Azincourt fut-il vraiment un miracle? Ou a-t-il été embelli par la propagande? La guerre faisait déjà rage depuis des décennies. En 1415, la guerre de Cent-Anse durait depuis près de 80 ans, l'Angleterre et la France échangeant coup pour terre, couronne et fierté. Henri V, fraîchement couronné, vit l'occasion de raviver la fortune déclinante de l'Angleterre. Il envahit la France, mais la campagne fut un désastre. Ses forces étaient malades, affamées et épuisées après un siège brutal à Harfleur. La retraite semblait être la seule option. Les Français, désireux de le finir, lui bloquèrent la route vers la sécurité. À Azincourt, ils le coincèrent. Les chiffres étaient terrifiants. Certaines chroniques disent qu'Henri avait à peine 6 000 hommes, tandis que les Français en avaient plus de 20 000. D'autres chiffres donnent un écart encore plus grand. Quelle que soit la réalité, les Anglais étaient largement dépassés en nombre, cernés par une cavalerie et une infanterie ennemie supérieure. Selon toute mesure, les Anglais auraient dû être massacrés. Pourtant, Henri bénéficiait d'avantages que les Français négligèrent. Son armée, bien que petite, était disciplinée. Ses archers à l'arc long, endurcis par des années de guerre, pouvaient lancer une pluie de flèches mortelles plus rapide que n'importe quelle arbalète. Le terrain jouait aussi en sa faveur. Étroit, boueux et encadré par des bois, il pressait les Français dans un piège mortel. Quand le combat commença, ce fut le chaos. Les chevaliers français en lourde armure chargèrent, mais la boue les ralentit, les chevaux trébuchèrent, et la pluie de flèches décima leurs rangs. Ceux qui atteignirent la ligne anglaise se retrouvèrent entassés, incapables de manier correctement leurs armes. Au lieu de submerger leurs ennemis, ils devinrent une masse paniquée, piétinée et étouffant sous leur propre nombre. Les Anglais contre-attaquèrent, plantant leurs couteaux dans les interstices des armures. À la fin de la journée, des milliers de chevaliers français étaient morts, tandis que les pertes anglaises étaient étonnamment faibles. Henri avait remporté une victoire stupéfiante, mais c'est ici que l'histoire se complique. Les Anglais saluèrent Azincourt comme la preuve de la faveur divine, un miracle accordé à un roi légitime. Henri lui-même mit en avant la victoire, la transformant en propagande pour renforcer le moral et consolider sa couronne. Plus tard, la célèbre pièce de Shakespeare scella l'image d'Henri en leader héroïque, inspirant les hommes ordinaires à la grandeur. La réalité était plus nuancée. De nombreux historiens soutiennent maintenant que les Français n'étaient pas simplement malchanceux, ils furent dirigés de manière désastreuse. Des nobles trop confiants ignorèrent leur propre commandant, chargeant imprudemment sur un terrain qui garantissait la catastrophe. L'arc long anglais était mortel, oui, mais la boue, le terrain étroit et l'arrogance française comptèrent tout autant. Azincourt fut moins un miracle qu'une parfaite tempête de mauvaises décisions d'un côté et de discipline froide de l'autre.
il y eut aussi le côté sombre de la victoire d'Henri. Pendant la bataille, il ordonna l'exécution de centaines, peu être de milliers, de prisonniers français. Pourquoi? La peur que les chevaliers capturés se regroupent si le combat tournait. Mais ce massacre ternit la réputation d'Henri. Était-ce une nécessité impitoyable ou une cruauté froide? Alors que croire? Azincourt fut-il le triomphe ultime du faible, ou simplement transformé en légende par un roi qui avait besoin d'une histoire? La vérité est probablement les deux. Ce fut un exploit militaire remarquable, sans aucun doute. Mais la façon dont il a été raconté comme preuve de l'héroïsme anglais et de l'incompétence française doit autant à la propagande qu'aux faits. Ce qui est indéniable, c'est son impact. Azincourt donna à Henri l'élan nécessaire pour pousser plus profondément en France. 4 ans plus tard, il signa le traité de Troyes, fut reconnu héritier du trône français et épousa la fille du roi de France. Pendant un court instant, il sembla que l'Angleterre avait réellement conquis la France. Mais les légendes ont de longues ombres. La renommée d'Azincourt dépassa de loin ses résultats politiques. En une génération, les gains d'Henri s'effondrèrent, et la France se releva sous de nouveaux dirigeants, y compris une jeune femme, qui prétendait entendre la voix du Créateur. Pourtant, lorsque l'on parle de bataille médiévale, Azincourt reste marquant, boue et flèche, sang et acier, mais aussi mythe et mémoire. Pour les Anglais, c'était le destin. Pour les Français, une humiliation. Pour l'histoire, c'est à la fois une victoire et une question. Henri V a-t-il vraiment accompli l'impossible, ou a-t-il simplement gagné parce que ses ennemis lui ont servi la bataille sur un plateau? Azincourt demeure l'histoire parfaite. Un roi contre toute attente, une petite armée face à des géants, un moment où l'histoire bascula au bord du désastre avant de se retourner. Miracle ou mythe, c'est la preuve que les batailles ne se gagnent pas seulement avec des épées, elles se gagnent avec des histoires. Et parfois, c'est l'histoire qui dure le plus longtemps. Les paysans qui se sont dressés contre leur seigneur, révolte des paysans. À l'été de 1381, l'Angleterre trembla face à une rébellion inattendue. Ni barons, ni chevaliers, ni envahisseurs étrangers, mais des paysans. Des hommes et des femmes qui avaient toujours courbé le dos dans les champs se levèrent soudain et réclamèrent justice. Pendant des siècles, les seigneurs avaient régné, les rois avaient taxé, et les paysans avaient souffert en silence. Mais la peste noire avait tout changé, et désormais, le peuple ordinaire était prêt à se lever. La peste avait tué presque la moitié de la population anglaise, seulement une génération plus tôt. Avec tant de morts, les survivants se retrouvèrent dans une situation étrange. Leur travail avait de la valeur. Les salaires commencèrent à monter, et les paysans goûtèrent à l'idée d'une vie meilleure. Mais la classe dirigeante repoussa. Des lois, comme le statut des travailleurs, tentaient de geler les salaires au niveau d'avant la peste, obligeant les paysans à continuer à travailler pour le même salaire qu'auparavant. C'était une tentative cruelle de freiner le changement, et le ressentiment grandit. Puis vint l'étincelle. Une nouvelle taxe par tête fut introduite, frappant tout le royaume, riches et pauvres. Pour des paysans déjà en difficulté, ce fut la goutte d'eau. Lorsque les collecteurs royaux insistèrent trop dans l'Essex et le Kent, des foules les chassèrent. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les villages se rassemblèrent, armés de faux, de massues et de toutes les armes qu'ils pouvaient trouver. Ils n'étaient pas seulement en colère, ils étaient organisés. Sous la direction de figures comme Wat Tyler et le prédicateur enflammé John Ball, les rebelles marchèrent vers Londres. Les sermons de Ball électrisaient les foules. Quant à Dame Creuset et Effilé, qui était alors le Seigneur, criait-il. Ces paroles allaient au cœur du problème. Si tous les hommes sont créés égaux, pourquoi les seigneurs et les rois devraient-ils détenir le pouvoir sur les pauvres? Pour des paysans toujours habitués à obéir, c'était révolutionnaire. Alors que les rebelles déferlaient sur Londres, le chaos éclata. Le grand palais de Savoie, résidence du puissant duc de Lancaster, fut pris d'assaut et brûlé.
Les prisons furent ouvertes. Les fonctionnaires accusés de corruption furent traqués et tués. Pendant un instant, il sembla que tout le royaume était bouleversé. Puis eut lieu la rencontre fatidique à Smithfield. Le roi Richard II, âgé de seulement 14 ans, sortit pour affronter les rebelles. Il promit des réformes, la fin du servage et l'abolition des taxes injustes. Les paysans le crurent, mais leur confiance fut trahie. Wat Tyler, leur leader, fut soudainement frappé, poignardé par le maire de Londres. Dans la confusion, Richard s'avança, proclamant qu'il serait désormais leur seul chef. Certains paysans, stupéfaits et sans leader, suivirent son ordre, d'autres se dispersèrent. La révolte commença à se désagréger. Au cours des semaines suivantes, les promesses furent rompues. Le gouvernement de Richard traqua les rebelles, en exécutant des centaines. Le rêve de liberté fut écrasé, mais la mémoire de la révolte subsista. Pour la première fois dans l'histoire anglaise, des hommes et des femmes ordinaires s'étaient dressés contre leurs dirigeants, réclamant égalité et justice. La révolte des paysans fut-elle un échec? À court terme, oui. Le servage ne disparut pas du jour au lendemain, et les seigneurs conservèrent leur pouvoir. Mais le choc de 1381 laissa une marque. La classe dirigeante comprit que le peuple ordinaire ne pouvait plus être ignoré. Au cours du siècle suivant, le servage s'éteignit progressivement. Les salaires augmentèrent. Les paysans gagnèrent plus de liberté de mouvement. Le monde changeait, et bien que la révolte ait été écrasée, elle avait fissuré les fondations de l'Angleterre féodale. La révolte des paysans n'était pas seulement une affaire de taxes. Il s'agissait de dignité. Il s'agissait d'un monde bouleversé par la peste, où l'ordre ancien n'avait plus de sens, et il s'agissait d'une vérité qui terrifiait rois et nobles. Lorsqu'ils sont poussés trop loin, même les sujets les plus humbles peuvent se lever et ébranler un royaume jusqu'à ses fondations. Jeanne d'Arc, sorcière pour l'Angleterre, sainte pour la France, au début du XVe siècle, l'Angleterre semblait proche de remporter la guerre de Cent Ans. Après Azincourt, la couronne française paraissait faible, divisée et presque prête à tomber entre les mains des Anglais. Mais alors, surgit de nulle part une jeune fille paysanne qui entra sur la scène de l'histoire. Elle s'appelait Jeanne d'Arc. Pour les Français, elle devint un sauveur. Pour les Anglais, elle était une sorcière dangereuse. Et pour l'histoire, elle reste l'une des figures les plus extraordinaires du Moyen Âge. Jeanne naquit vers 1412 à Domrémy, un petit village en France. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais dès son plus jeune âge, elle prétendit entendre des voix des saints et des anges, disait-elle, envoyés par le Créateur pour la guider. À son adolescence, la France était en crise. Les Anglais occupaient une grande partie du Nord, et l'héritier français, le dauphin Charles, semblait impuissant. Jeanne croyait que le Créateur l'avait choisi pour sauver la France et placer Charles sur le trône. La plupart des gens l'auraient prise pour folle, mais Jeanne possédait quelque chose de rare, la conviction. Elle convainquit des responsables locaux de l'escorter jusqu'à Charles. Lorsqu'elle se présenta enfin devant lui, vêtue d'une simple armure, elle déclara que le Tout-Puissant l'avait envoyée pour chasser les Anglais. Contre toute attente, Charles l'écouta. En 1429, Jeanne conduisit une armée française à la tête des troupes pour lever le siège de la ville d'Orléans. Sa présence électrisa les soldats. Ceux qui étaient démoralisés depuis des années crurent désormais que le Tout-Puissant était de leur côté. Sous sa direction, les Français brisèrent le siège et repoussèrent les Anglais. La nouvelle de la victoire se répandit comme une traînée de poudre. Pour la première fois depuis des décennies, les Français eurent de l'espoir. Mais Jeanne ne s'arrêta pas là. Elle poussa Charles à revendiquer sa couronne. En juillet 1429, elle se tenait à ses côtés lors de son couronnement en tant que roi Charles VII à la cathédrale de Reims. Ce fut un moment symbolique qui changea le cours de la guerre. Les Anglais ne faisaient plus face à une France fracturée. Ils faisaient face à une nation regagnant confiance en elle. Pour les Anglais, cependant,
Jeanne était une insulte et une menace. Une jeune paysanne, affirmant des visions, dirigeant des armées contre eux, c'était impensable. Ils se moquèrent d'elle, la traitant de sorcière, d'hérétique, voire de servante du diable. La capturer devint une question d'honneur. En 1430, Jeanne fut capturée par les alliés bourguignons des Anglais. Elle fut vendue aux Anglais et jugée à Rouen. Le procès était truqué, conçu non pour découvrir la vérité, mais pour détruire sa réputation. Des théologiens instruits l'interrogèrent avec des questions pièges, espérant la piéger. Mais Jeanne, bien que non instruite, répondit avec une remarquable assurance. Lorsqu'on lui demanda si elle était dans la grâce du Tout-Puissant, elle répondit « Si je ne le suis pas, que le Tout-Puissant m'y mette. Si je le suis, que le Créateur m'y garde. » C'était une réponse qu'aucun théologien ne pouvait détourner. Pourtant, l'issue ne faisait aucun doute. En mai 1431, Jeanne, âgée de seulement 10 à 9 ans, fut condamnée comme hérétique. Elle fut brûlée vive à Rouen. Les témoins racontèrent qu'elle fit face à la mort avec calme, criant le nom de Jésus tandis que les flammes l'engloutissaient. Pour les Anglais, cela devait marquer la fin de son influence. Mais ce ne fut pas le cas. Sa mort ne fit que renforcer sa puissance symbolique. Moins de 25 ans plus tard, l'Église déclara son procès invalide. Des siècles plus tard, elle fut canonisée. Pour les Français, elle devint un symbole de courage, de foi et de résistance. Pour les Anglais, sa victoire sur leurs armées resta un souvenir amer. Alors, qui était Jeanne d'Arc, sorcière ou sainte? Pour ses ennemis, elle était dangereuse parce qu'elle bouleversait l'ordre du monde. Une jeune femme commandant des hommes, des paysans défiant les nobles, des visions défiant la stratégie. Pour son peuple, elle prouvait que le Tout-Puissant ne les avait pas abandonnés. Aujourd'hui, Jeanne reste les deux saintes pour la France, sorcière pour l'Angleterre, et rappelle que parfois, le cours de l'histoire peut être changé non par des rois ou des généraux, mais par une fille ordinaire qui refusa d'accepter le monde tel qu'il était. Les princes de la tour, meurtre, mystère et une couronne en jeu, peu de mystères dans l'histoire anglaise sont aussi hantants que celui des princes de la tour. Deux jeunes garçons, héritiers du trône d'Angleterre, enfermés dans la grande forteresse de Londres, puis, soudainement, disparus. Ont-ils été assassinés? Et si oui, par qui? Cette histoire mêle ambition, trahison et sang, et a résonné à travers les siècles comme l'un des épisodes les plus sombres du Moyen-Âge. L'année était 1483. Le roi Édouard IV était mort. Son fils de 12 ans, Édouard V, fut déclaré roi. Mais le garçon était bien trop jeune pour régner, et son oncle, Richard, duc de Gloucester, se présenta comme protecteur. Au départ, cela semblait un arrangement naturel. Richard était un guerrier expérimenté, respecté pour sa loyauté. Mais en quelques semaines, la situation prit une tournure sinistre. Édouard V et son jeune frère Richard, âgés de seulement 9 ans, furent placés dans la tour de Londres. Officiellement, c'était pour préparer le couronnement d'Édouard, mais le couronnement n'eut jamais lieu. Des rumeurs se répandirent alors selon lesquelles le mariage d'Édouard IV était invalide, rendant ses enfants illégitimes. Avec une rapidité choquante, le Parlement déclara les garçons inaptes à régner. Et qui prit la couronne à leur place? Leur oncle Richard, devenu Richard III. À partir de ce moment, les princes disparurent de la vue du public. Pas de procession, pas de témoignage, pas un mot. La dernière fois qu'ils furent vus vivants, c'était cet été, là, jouant dans les jardins de la tour. Après cela, le silence. Que s'est-il passé? Les théories surgissent presque immédiatement. L'accusation la plus courante était que Richard III avait ordonné leur mort. En éliminant ses neveux, il effaçait toute revendication rivale au trône. C'était brutal, mais efficace du moins à court terme. Les chroniqueurs hostiles à Richard le dépeignirent comme un méchant, décrivant les garçons étouffés dans leur sommeil par des hommes de main loyaux. Shakespeare immortalisa plus tard cette version, transformant Richard
en l'un des plus grands vilains de théâtre de l'histoire. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Certains pointent d'autres suspects. Henry Stafford, duc de Buckingham, autrefois allié de Richard, avait ses propres ambitions. Aurait-il pu agir sans le consentement de Richard? D'autres suggèrent Henry Tudor, qui vainquit Richard à Bosworth 2 ans plus tard, et qui aurait pu vouloir s'assurer que les garçons ne contesteraient jamais sa revendication. La vérité est que personne ne peut prouver qui donna l'ordre fatal. Des siècles plus tard, en 1674, des ouvriers de la tour découvrirent une boîte contenant les os de 2 enfants. Étaient-ce les princes? Le roi Charles II ordonna qu'ils soient enterrés à nouveau à l'abbaye de Westminster comme restes royaux. Mais sans tests médico-légaux modernes, le mystère demeure. Ces os étaient-ils vraiment ceux des princes perdus, ou juste une histoire pratique pour clore un passé troublant? Ce qui rend l'histoire si glaçante, ce n'est pas seulement le crime, mais ce qu'il représente. L'Angleterre médiévale était un monde où les couronnes se gagnaient par le sang et la trahison. Les liens familiaux ne signifiaient rien lorsque le pouvoir était en jeu. 2 enfants, nés héritiers de la gloire, devinrent des pions dans un jeu impitoyable, et leur disparition jette encore une ombre sur l'héritage de Richard III. Alors, les princes ont-ils été assassinés par leur oncle? Était-ce Buckingham, agissant seul? Ou Henry Tudor les a-t-il effacés de l'histoire, une fois qu'il prit le pouvoir? Nous ne le saurons peu, être jamais. La tour garde bien ses secrets. Mais une chose est certaine, le sort d'Édouard V et de son frère Richard reste l'un des plus grands mystères non résolus du passé anglais, une histoire d'innocence écrasée par l'ambition et d'une couronne achetée au prix le plus élevé. Richard III, tyran de Shakespeare ou dernier bon roi. L'image est inoubliable. Une silhouette voûtée, le dos courbé, complotant dans l'ombre, assassinant ses neveux, griffant pour la couronne. C'est Richard III, tel que William Shakespeare le peignit le roi monstre, le tyran dont le mal suinte de chaque ligne de la pièce. Mais l'histoire, comme toujours, est plus compliquée. Richard était-il vraiment le méchant des cauchemars anglais ou la victime d'une campagne de calomnie qui noircit son nom pendant un demi-millénaire? Pour répondre, il faut dépouiller les couches de mythes, de propagande et de lutte de pouvoir qui définissent l'un des monarques les plus controversés d'Angleterre. Richard naquit en 1452, plus jeune fils du duc d'York, dans une Angleterre déjà déchirée par la guerre civile. C'était l'époque des guerres des roses, lorsque les maisons rivales de Lancastre et d'York déchiraient le pays dans une lutte sanglante pour le trône. Richard grandit sur les champs de bataille, façonné par la violence et la loyauté envers sa famille. Lorsque son frère Édouard IV s'empara du trône pour la maison d'York, Richard avait déjà prouvé sa bravoure et ses compétences militaires. Quand Édouard IV mourut en 1483, le trône aurait dû passer paisiblement à son fils, le jeune Édouard V de 12 ans. Mais la paix fut la dernière chose que l'Angleterre obtint. Richard, en tant que duc de Gloucester, fut nommé protecteur du roi enfant. En quelques semaines, Édouard et son jeune frère furent enfermés dans la tour de Londres. Puis vint l'annonce choquante. Le mariage d'Édouard IV fut déclaré invalide, ses fils illégitimes. Richard s'empara de la couronne et fut couronné roi, et c'est là le cœur de sa légende. Les 2 princes de la tour disparurent pour ne jamais réapparaître. Pour beaucoup, la conclusion était évidente. Richard les avait fait assassiner. Shakespeare transforma ce soupçon en fait, en faisant le centre de son Richard maléfique. Mais la vérité est moins claire. Aucune source contemporaine ne prouve que Richard ait ordonné leur mort. Certains historiens pointent d'autres suspects, comme le duc de Buckingham ou même Henry Tudor, qui le vainquit plus tard. Pourtant, la disparition des princes reste une tache sur le nom de Richard, que l'histoire n'a jamais pu effacer. Pourtant, en dehors de ce sombre mystère, le règne de Richard n'était pas celui d'un monstre. En seulement 2 ans,
il introduisit des lois protégeant les gens ordinaires contre la corruption dans les tribunaux. Il établit le droit à la libération sous caution, travailla à stopper l'abus des seigneurs riches dominant la justice locale, et traduisit même les lois en anglais pour que le peuple les comprenne. Ce ne furent pas les actes d'un tyran, ce furent les actes d'un roi croyant en l'équité et en la réforme. Mais la bonne gouvernance de Richard ne put le protéger du chaos des guerres des Roses. Sa revendication au trône était toujours fragile, et ses ennemis se rassemblèrent rapidement. Le principal d'entre eux fut Henry Tudor, exilé lancastrien avec un faible droit de sang au trône, mais disposant d'alliés puissants désireux de voir Richard tomber. Les deux hommes se rencontrèrent sur le champ de bataille en août 1485 à Bosworth. Richard, en armure complète, combattit avec un courage étonnant. Contrairement à de nombreux rois restés derrière les lignes, Richard mena une charge de cavalerie furieuse directement sur Henri lui-même. Déterminé à mettre fin au combat en un seul coup, il abattit le porteur de l'étendard d'Henri et se retrouva à une longueur d'épée de lui avant d'être encerclé. Surclassé et trahi par certains de ses propres seigneurs, Richard fut tué dans la mêlée. Sa dernière charge devint légendaire. Même les chroniqueurs hostiles reconnurent sa bravoure, l'un écrivant que Richard combattit vaillamment jusqu'à la fin, criant « Trahison, trahison ». Sa couronne fut retirée du champ de bataille et placée sur la tête d'Henry Tudor, qui devint Henry VII, mettant fin aux guerres des Roses. La dynastie Tudor commençait et la chute de Richard dans l'infamie aussi. Voici le détail crucial. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Les Tudors avaient toutes les raisons de peindre Richard en monstre. La revendication d'Henry VII au trône était faible. Elle reposait sur la victoire au combat, non sur la lignée. Pour justifier son règne, il fallait que Richard soit non seulement vaincu, mais méprisé. Les chroniqueurs furent encouragés à décrire Richard comme difforme, cruel et meurtrier. Shakespeare, écrivant plus d'un siècle plus tard sous mécénat Tudor, immortalisa cette image dans sa pièce. Le résultat fut dévastateur. Richard devint le vilain ultime, le roi bossu qui assassinait des enfants et complotait jusqu'en enfer. Mais les historiens modernes, et même la science moderne, ont remis cela en question. En 2012, le squelette de Richard fut découvert sous un parking à Leicester. Loin du monstre bossu de l'imagination de Shakespeare, Richard souffrait de scoliose, une courbure de la colonne, mais cela ne faisait pas de lui un infirme. C'était un guerrier aguerri, assez robuste pour mener des hommes au combat. Cette découverte força le monde à repenser l'homme derrière le mythe. Alors, qui était Richard III? Était-il un tyran ayant tué ses neveux ou un réformateur écrasé par la propagande? La vérité se situe quelque part entre les deux. C'était un homme de son époque impitoyable, ambitieux et prêt à tout pour obtenir le pouvoir. Mais il était aussi capable, courageux et étonnamment progressiste dans ses lois. Sa réputation de monstre dit peu être plus sur le besoin des Tudors de justifier leur dynastie que sur Richard lui-même. La mort de Richard à Bosworth mit fin à plus qu'un règne. Elle mit fin à la dynastie des Plantagenets qui gouvernait l'Angleterre depuis 300 ans. Elle marqua le début des Tudors, une dynastie qui nous donnerait Henri VIII et Élisabeth Repreux. Et elle laissa l'un des plus grands débats historiques de tous les temps. Richard III était-il le tyran de la scène de Shakespeare ou le dernier bon roi d'une époque mourante? Peut être les deux. Un homme vivant par l'épée, cherchant le pouvoir dans un monde où les couronnes se gagnaient et se perdaient dans le sang. Un roi qui réforma la loi, mais qui a peu être assassiné ses neveux. Un souverain rappelé comme un vilain, mais peut être digne d'un héritage plus complexe. Et c'est, à bien des égards, la conclusion parfaite de notre voyage à travers l'Angleterre médiévale. De la chute de Rome aux tempêtes vikings, du rêve d'unité d'Alfred à la guerre de Cent Ans, de la peste noire au mystère des princes, c'était un monde façonné par l'ambition, la foi et la survie. Un monde où les rois pouvaient s'élever et tomber en une seule bataille,
où les châteaux de pierre offraient à la fois sécurité et terreur, et où les histoires duraient plus longtemps que les épées. L'ombre de Richard III plane encore sur cette histoire, car il incarne la question au cœur même de l'histoire. Nous souvenons-nous de la vérité, ou nous souvenons-nous du récit? Et parfois, peut-être, c'est le récit qui survit. Et voilà, nous refermons le livre de l'histoire de l'Angleterre médiévale. Mais souvenez-vous, ce n'est pas juste de la poussière historique. Ce sont de vraies personnes, vivant de vraies vies, faisant des choix qui influencent encore notre monde aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce voyage à travers rois, châteaux et conspirations, aidez-nous à continuer à raconter ces histoires. Cliquez sur le bouton s'abonner, laissez un commentaire avec vos impressions. Richard III était-il un tyran ou un roi incompris? Et voyons si nous pouvons atteindre 1000 likes pour débloquer notre prochaine plongée dans le passé. Parce que l'histoire n'est jamais vraiment terminée. Elle nous attend dans les ruines, dans les légendes et dans les histoires que nous partageons. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans le prochain chapitre du passé.